Omar, on va essayer de comprendre un peu cette séquence politique française, pleine de surprises. On a vu une accélération des événements stupéfiante. Ça a commencé par les élections européennes qui normalement n'intéressent pas grand monde et c'est devenu quelque chose de très important. Ça a concentré beaucoup de choses. La suite, c'est la dissolution très surprenante du Parlement, complètement incompréhensible et qui a vu une violence inouïe dans la campagne de cette élection. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que la société française est en crise depuis bien avant les élections européennes, hein. On voit bien qu'il y a un divorce entre le pays profond, le pays réel et le pays légal. On voit bien qu'il y a un président et un exécutif qui sont largement discrédités et qui, selon tous les sondages, ont une audience relativement faible dans la population, pour rester poli. Donc, il y a une sorte d'équilibre politique instable qui est marqué par une montée des mécontentements et parallèlement une montée du fascisme. Clairement, le discours fasciste est de plus en plus audible grâce à une présence médiatique hégémonique favorisée par les élites politiques du régime de Macron. Donc, on a une situation marquée par cette espèce d'instabilité qui ne dit pas son nom, qui est un point de rupture entre une France qui se replie sur elle-même et qui se replie dans une sorte de périmètre identitaire sans ouverture sur le monde, sur un repli identitaire xénophobe, islamophobe et arabophobe, qui trouve un certain succès depuis l'effondrement des partis de gauche, notamment du Parti communiste, qui autrefois éduquait un peu les classes populaires dans une sorte, non pas d'antiracisme, mais dans une sorte d'ouverture sur le monde, d'universalité. Depuis la disparition du Parti communiste en tant que force politique réelle, on voit bien que ces catégories populaires sont attirées de plus en plus nettement vers le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui. On voit bien ça dans l'électorat ouvrier dans le nord de la France et en particulier dans le nord-est. Donc il y a une transformation de la sociologie politique française qui explique cette situation. Deuxièmement, il y a, on le voit bien aujourd'hui, à travers tout l'Occident et pas seulement en France, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, une sorte de prise en main de l'idéologie ultralibérale. Il y a aujourd'hui l'ultralibéralisme, la destruction du caractère social de l'État. Elle s'impose presque comme une vérité d'évidence dans ces pays-là, au niveau des élites. Donc il y a, si tu veux, à la fois un conflit idéologique, un conflit sociopolitique et une évolution de la société qui est marquée par des enjeux internationaux. D'où, par exemple, l'extrême importance que prend le conflit russo-ukrainien, qui fait l'objet d'une espèce d'appropriation hystérique du discours public contre la Russie. C'est de manière absolument sans nuance, extrêmement manichéenne. Il y a les méchants Russes et les bons Ukrainiens. C'est réduit à sa plus simple expression. Et la Russie est accusée de tous les maux en permanence, etc. Même tentative de monopoliser un peu l'argumentaire en ce qui concerne le Moyen-Orient. Alors, il faut dire que ces élections européennes, puis ces élections législatives, suite à la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, elles se déroulent quand même dans un contexte de génocide. Il y a, Hmm. euh, il y a, malgré toutes les manipulations médiatiques des télévisions françaises et des grands organes de presse, il y a un génocide qui se déroule quasiment au vu et au su de tous et qui a un côté tellement outrancier qu'il en devient presque insoutenable. Alors, c'est l'objet aussi, dans cette espèce de conflit qui est en train de se formaliser, c'est l'objet d'un consensus de pouvoir, c'est l'objet d'un consensus idéologique qui réunit aujourd'hui l'extrême droite européenne, la droite ultralibérale et le mouvement sioniste. On trouve une jonction intéressante entre les descendants des nazis et les sionistes Hmm. sous l'égide un peu de cet ultralibéralisme incarné par aujourd'hui les dirigeants américains et français.
des gens de l'exécutif. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, cette affaire de génocide, cette affaire de droit du peuple palestinien à disposer de lui-même prend une telle importance dans le débat politique actuel. C'est un Mhm. enjeu de civilisation. Les Occidentaux sont pour le génocide. La meilleure illustration est l'invitation du président de l'entité sioniste à l'ouverture des Jeux olympiques en France. Comment peut-on inviter un homme qui représente une organisation politique qui bombarde de manière absolument aveugle une ville pratiquement désarmée depuis plus de 9 mois? On est dans une espèce de soutien qui ne s'affiche pas verbalement, mais qui est symboliquement très marqué, très connoté, très visible. Donc il y a aujourd'hui une espèce de focalisation des Mhm. enjeux stratégiques généraux sur le conflit en Palestine. Voilà. Quand on observe les deux séquences électorales européennes et françaises, on voit très clairement qu'il y a, comme s'il n'y avait plus d'enjeux internes. Il n'y avait plus d'enjeux internes. On parlait plus de politique interne, mais c'est le conflit palestinien qui est devenu le sujet quasi principal Oui, des élections, oui, quasiment. oui, bien sûr, parce que en fait, le conflit palestinien, il est la synthèse, que j'essayais de dire peut-être maladroitement, il est la synthèse un peu de la contradiction principale de la société française. Mm, La contradiction principale de la société française aujourd'hui, elle est objectivement de nature économique et sociale, mais elle est mm, subjectivement, et c'est très important et c'est décisif, elle est de nature identitaire. mm, Aujourd'hui, la contradiction qui traverse le corps social français, c'est celle qui sépare le camp de ceux qui veulent rester dans une espèce de représentation d'image d'épinal de la France, hein, d'une mhm, France provinciale, d'une France gauloise, d'une France, et qui est un peu la matrice de la détestation des Arabes et de la détestation des musulmans. Et puis, il y a une mhm, autre France plus ouverte, une France ouverte sur le monde, une France qui est disposée au métissage, qui est disposée à l'universalisme, etc. Et le conflit palestinien, il vient ici mettre ces deux France face à face. Ceux qui soutiennent le droit du peuple de Palestinien à disposer de lui-même et à avoir un État, et ceux qui sont pour une espèce de continuité de l'esprit colonial de l'État français, qui retrouvent tous les repères mm, idéologiques qui ont longtemps été ceux de l'extrême droite et de la droite française. Voilà. Donc, mm. c'est pour ça que la Palestine et ce qui se passe à Gaza est un peu la synthèse de cet antagonisme franco-français. Dans le discours de Netanyahu au Congrès américain récemment, ce qu'il disait, c'est de la musique aux oreilles d'une partie de la France. Il dit que c'est la guerre entre la barbarie et les Lumières. Oui, c'est la guerre des civilisations. Et C'est ça, c'est clairement le discours colonial, le discours colonialiste traditionnel, le discours de classique. l'impérialisme, voilà, ultra classique. C'est Euh, ça. Et donc, une partie de cette classe politique française se reconnaît, c'est-à-dire se reconnaît dans ce discours. Il se l'approprie à 100%, quoi. oui, oui, absolument. C'est une grande partie. L'héritage politique de la droite française aujourd'hui a été en quelque sorte libéré de sa dimension gaullienne, nationale, Mm, nationaliste, résistante, pour retrouver les valeurs du pétainisme traditionnel, qui est un peu la marque de fabrique de la droite française. Donc aujourd'hui, la droite française, c'est quoi? C'est une droite néocoloniale, une droite revancharde, une droite nostalgique, une mm, droite raciste. mm, Et cette droite-là, elle va très loin dans le spectre politique, hein. Elle va mm, des franges extrémistes jusqu'à une partie de la social-démocratie. La mission civilisatrice, les Français ont été bénis dans ce discours incessant depuis plus de deux mm, siècles sur mm, la supériorité des valeurs des Lumières contre la barbarie de tous les autres, tu vois. En quelque sorte, on atteint le cœur d'un débat idéologique fondateur de ce mm. qu'est l'État français. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que cet État pourra évoluer vers l'universalité, vers le respect d'autrui, ou est-ce qu'il sera contraint de rester sur son héritage Mm, suprématiste, colonialiste et raciste? C'est vraiment mm. ça le débat au niveau idéologique. Il y a un tel acharnement dans les médias français sur cette question palestinienne qu'on sent vraiment que
c'est le combat de la France. C'est-à-dire le combat d'Israël, c'est le combat de la France. C'est-à-dire ils sont impliqués. Ils se Oui, sentent concernés, impliqués comme acteurs, comme oui. partie prenante de ce combat mondial, si tu veux, entre la barbarie, selon leurs termes, et la civilisation. Oui, il y a une jonction entre, si tu veux, toute cette frange sioniste qui est active en France et la droite traditionnelle, antisémite de tradition, qui est Ouais. anti de tradition, mais qui a fait son aggiornamento depuis longtemps, hein. Mhm. Une quinzaine d'années, depuis que la génération des Le Pen père a disparu, en quelque sorte. Les héritiers de ce fascisme français se sont modernisés et ont fait amende honorable en rejoignant le sionisme, Mhm. espérant ainsi effacer un héritage politique antisémite qui a été longtemps leur caractéristique principale. Donc il y a Mhm. effectivement une jonction entre le colonialisme français, le néocolonialisme et le racisme français traditionnel et le sionisme. Et on Mhm. le voit très bien dans cette nouvelle extrême droite européenne. Oui. Pas seulement en France, on le voit également en Allemagne, où Mhm. il y a eu une proposition dernièrement de conditionner l'octroi de la nationalité allemande à l'obligation de reconnaître le droit d'Israël à exister. Donc on est en Europe dans un nouveau fascisme, un fascisme actualisé, qui n'est plus antisémite, mais qui est maintenant arabophobe et islamophobe. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est cette chape de plomb dans le discours où l'émergence, ne serait-ce que minime, d'une voix appelant à la raison et appelant à la paix est quasiment impossible. Tout le monde, quasiment tout le monde, bien sûr, il reste des minorités ou des voix qui sont tues, mais tout le monde appelle à la guerre de ses voeux. Oui, en tous les cas, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais en tous les cas, les médias. Ce qui est visible, ce qui est visible, ce qui est Voilà, les visible. médias, une grande partie des élites politiques, celles de droite en particulier, mais pas seulement, hein, ça je te dis, ça va jusqu'aux franges de la social-démocratie. Ceux-là sont définitivement rangés dans le camp d'Israël, dans ce qu'il a de plus négationniste de l'identité palestinienne, dans ce qu'il a de plus raciste et de plus expansionniste. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, Israël est un concentré d'Occident. Et la France se veut être partie, depuis en tous les cas Sarkozy, se veut être partie prenante de ce bloc occidental. Là où autrefois, il y avait malgré tout quelques nuances, les nuances du gaullisme, euh, Hum, les nuances de ce que voulaient les nationalistes français non atlantistes, c'est-à-dire une France ouverte sur le monde arabe, une France hum, autonome, une France souveraine. Ça a disparu. La France aujourd'hui fait partie du dispositif occidental dans ce qu'il a de plus emblématique, le soutien inconditionnel à Israël et la haine inconditionnelle contre la Russie. Voilà, c'est ça leurs deux caractéristiques, leurs deux axes idéologiques internationaux principaux, c'est hum, la russophobie et le soutien indéfectible au colonialisme israélien. Et d'ailleurs, ça s'illustre très clairement médiatiquement, c'est-à-dire s'il y a une petite voix qui va à l'encontre de la doxa, cette voix est déchiquetée manu militari sur le plateau, quoi. C'est impossible. Il y a une espèce Bah oui, une diabolisation, une démonisation, une déformation des propos de tous ceux qui ont une position alternative. ouais, Tous ceux pensent pour que le peuple palestinien mérite de vivre dans un État qu'ils reconnaissent et qui soit le sien, ceux-là sont présentés comme quasiment des terroristes. De la même manière que ceux qui appellent à la paix entre la Russie et l'Ukraine sont présentés comme des gens qui ont pris fait et cause pour les envahisseurs russes. Voilà. c'est ça. C'est selon la formule de France Culture. Donc, Ouais. on est aujourd'hui dans une espèce de raidissement idéologique, hein, de durcissement, qui n'augure rien de favorable et rien de positif pour l'avenir. Ouais. La déflagration généralisée au Moyen-Orient serait éminente. Oui, Et j'aimerais juste rappeler que
Les Américains, depuis le début, parce que c'est quand même un acteur essentiel dans ce qui se passe à Gaza, depuis 8 mois, ils ne cessent de répéter qu'ils ne veulent pas d'élargissement de conflit. Or, ce qui arrive, c'est exactement ça. Oui, moi je pense que les déclarations des Américains sont toujours à prendre avec la plus grande prudence. S'il y Mm. a, s'il y a un centre politique qui a cultivé le cynisme jusqu'à ses extrêmes, c'est bien celui qui est à Washington. Donc il y a effectivement peut-être une partie de l'establishment politique américain qui refuse effectivement de voir un élargissement de conflit au Moyen-Orient dans lequel il serait obligé d'être partie prenante, mais il y a également un autre parti, à mon avis, largement dominé par les lobbies pro-israéliens. Ça peut être des lobbies d'extrême droite, de chrétiens évangélistes, Mm. etc. Et de gens aussi liés au complexe militaro-industriel américain. Donc tout Mm. ça fait que les déclarations américaines n'engagent qu'eux-mêmes et n'ont pas de grande signification Mm. pour ceux qui observent leurs pratiques depuis toujours. Donc, il y a un risque majeur d'extension du conflit. Je pense qu'il ne peut y avoir qu'une extension du conflit, à moins Mm. d'éliminer tout le peuple palestinien et de tuer tous les Palestiniens. La résistance des Palestiniens à leur négation, à leur spoliation, au refus de leur reconnaître le droit à disposer d'eux-mêmes, fait que le conflit israélo-palestinien est appelé à durer. Il est appelé à durer et il est appelé donc à s'élargir compte tenu de l'impossibilité de réduire les Palestiniens eux-mêmes. Beaucoup de stratèges occidentaux, beaucoup de stratèges israéliens pensent que en détruisant l'axe de la résistance, en détruisant le Hezbollah, la Syrie, le Yémen et tous ceux qui aujourd'hui apportent un soutien concret à la résistance palestinienne, à commencer par l'Iran, en détruisant tous les soutiens à la résistance palestinienne, ils régleraient à la base le problème. Ils annihileraient en quelque sorte les capacités de résistance des Palestiniens. C'est ce qui est en train apparemment de se dérouler avec l'élargissement du conflit au Liban et très probablement à la Syrie. Mm. Donc là, on est à la veille de quelque chose qui est d'une gravité extrême et qui, à mon avis, appellera l'intervention des Occidentaux, pas seulement des Américains d'ailleurs. Parce que les Israéliens le savent, ils seront confrontés à une force qui va bien au-delà du Liban et de la Syrie. Moi, de ce que j'observe depuis le début, il y a plutôt plus clairement une volonté israélienne à entraîner tout le monde dans ce conflit. Oui, C'est clair, c'est ce qu'ils oui, veulent faire. oui, C'est-à-dire qu'ils veulent impliquer tout le monde, sachant que, bon, eux, ils peuvent pas faire face à ça tout seuls, c'est évident, mais leur intention, pour moi, elle est évidente d'entraîner tout le monde. Et pour entraîner tout le monde dans le conflit, il faut l'élargir. oui. Voilà, donc à mon avis, l'élargissement du conflit ne concerne pas seulement les Israéliens et leur opposition régionale. Ça concernera les alliés d'Israël. Et en premier lieu, les Américains, mais pas seulement. On voit bien que les Anglais jouent un rôle actif au Yémen, on voit bien que les Français sont présents sur le théâtre irakien. Il y a forcément une mise en commun de tous ces moyens pour essayer de réduire l'opposition à Israël, clairement. Et là, on rentre en territoire inconnu parce que on a bien vu que si Israël ne peut pas venir à bout du pauvre malheureux Hamas avec ses quelques roquettes au bout de 10 mois, on se demande comment les autres vont faire pour, même avec l'appui de tous leurs alliés, comment ils vont faire pour faire face à quelque chose de beaucoup plus fort, qui dispose de beaucoup davantage de moyens. Voilà. Justement, Omar, il y a un point que j'aimerais que tu développes. C'est cette fois-ci quand même, il y a une bataille de l'opinion publique en Occident qui est perdue pour Israël. Oui, oui. Comment retourner, si je peux dire, cette opinion en cas d'élargissement du conflit? Ça va être, à mon avis, difficile.
Non, moi je pense que on ne tiendra pas compte de l'opinion. L'opinion aujourd'hui, on peut dire que malgré la mobilisation d'un oligopole médiatique complètement acquis à la cause israélienne, on voit bien que dans l'opinion française en tout cas, le soutien aux Palestiniens est plus fort que jamais. On a l'indignation des Français, de l'opinion française devant ce spectacle affreux d'enfants et de femmes et de vieux, d'hommes qui sont bombardés par une aviation ultra-moderne et de manière indiscriminée, aveugle. Tout ça choque une population qui est outrée. C'est insoutenable. On voit bien que l'opinion européenne, pas seulement française, hein, partout, hein, est révoltée, révulsée par le caractère absolument sauvage, barbare, primaire, primitif de la violence israélienne. Donc oui, il y a un discours pro-israélien qui est celui des médias, qui est celui des politiques, en dehors bien sûr de la gauche démocratique, hein, de gens comme la LFI en France et comme la gauche espagnole notamment, et une grosse partie de la gauche non travailliste en Angleterre. Donc aujourd'hui, il y a un discours officiel, un discours dominant, qui est en contradiction avec le ressenti, le vécu et les opinions de la majorité de la société française, clairement. C'est exactement le point, c'est-à-dire on revient à ce que tu disais au début, c'est la fracture dans tous les domaines entre Voilà. les élites et les populations. Tout à fait. Alors, mais il faut bien comprendre qu'ici, et c'est pour ça qu'on voit quelques éléments de culture fasciste qui refont surface, l'opinion du plus grand nombre n'est pas prise en compte. C'est ce qui est décisif aujourd'hui dans le rapport de force global, c'est le point de vue des élites. C'est le point de vue des élites de pouvoir, celles qui sont assises sur un peu le consensus ultralibéral, néoconservateur, attentiste entre ultralibéralisme économique et autoritarisme politique et otanisation militariste de l'Occident. Les pouvoirs en France ne prennent pas du tout en compte leurs opinions, aussi bien sur les questions intérieures que sur les questions internationales. C'est Les quantité Français, négligeable. les Français ont voté contre Maastricht, le traité de Maastricht en 2005. On n'a absolument pas tenu compte de leur opinion. C'est un référendum. Donc, Ouais. on est bien dans une démocratie formelle qui respecte un certain nombre de principes relatifs aux libertés publiques, aux libertés privées, mais dans la conduite de la politique générale, on voit bien que ces principes-là ont peu de prise, ont peu de poids. Oui, oui, ça s'illustre aussi par le résultat de l'élection législative en France, où un président qui refuse de reconnaître une victoire quoi, de ses adversaires. Oui, on peut le constater. Cela ne crée pas aujourd'hui de tensions supplémentaires. Ce chef d'État qui est confronté à un refus de la population de voir son mandat continuer dans les formes qui ont été les siennes depuis 7 ans, eh bien, il entreprend toutes sortes de manœuvres dilatoires grotesques et grossières pour éviter de reconnaître quand même qu'il y a eu une formation politique qui est sortie victorieuse de cette consultation. Et c'est cette formation victorieuse, quel que soit son profil, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, a le droit de proposer un Premier ministre et il est dans l'obligation, lui, en tant que chef de l'État, d'entériner ce choix de Premier ministre de la formation politique victorieuse de la dernière législative. Il ne le fait pas, ça ne scandalise pas grand monde. En fait, il a été cependant assez malin non pas en le refusant, mais en tous les cas en prenant des mesures dilatoires de gain de temps, prétextant les Jeux olympiques, etc., pour essayer en fait, d'affaiblir la coalition de gauche et d'essayer d'arriver à un accord politique avec les partisans les moins chauds de cette coalition de gauche et Hmm. sa formation politique. On va aller ailleurs géographiquement et ça concerne l'Algérie directement. C'est ces derniers jours l'évolution de la situation au Mali. On voit que les choses se détériorent plus qu'elles ne s'améliorent avec les derniers affrontements et ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe là?
Ce qui se passe au Mali, c'est que depuis le coup d'État militaire du colonel Goïta, il y a l'illusion, l'idée que Bamako, l'État malien, peut venir à bout des irrédentistes touaregs qui réclament une autonomie pour leur région de région traditionnelle, hein, le Nord Mali, là, ce qu'ils appellent l'Azawad, ceux qui avaient fait l'objet d'un accord d'Alger en 2015 sur une sorte de période de transition visant à aboutir à non pas de sécession, non pas d'autodéterminisation, loin de là, mais d'autonomie de la région dans le cadre de l'État malien. Tout ça, les militaires maliens n'en veulent plus. Ils ont officiellement informé qu'ils déchiraient les accords d'Alger. Et ils ont opté pour la solution militaire, à mon avis, sous la suggestion, sous l'impulsion de partenaires étrangers très intéressés à créer une sphère de déstabilisation au sud de l'Algérie. Alors, on a vu arriver les mercenaires de la société militaire privée russe Wagner. Il ne faut pas être grand clerc pour apprendre que les contrats de ces militaires de fortune qui sont payés par les Émirats arabes unis. C'est les Émirats qui jouent un rôle de soutien logistique aux velléités bellicistes du gouvernement malien. Ce sont aussi les Émirats un peu plus loin, vers l'Est, qui soutiennent la force de soutien rapide soudanaise, hein. Mhm. Donc il y a un jeu au Sahel qui s'étend à la Libye et jusqu'aux confins de la mer Rouge, visant à créer une zone de déstabilisation durable. Il est évident que les Touaregs, même s'ils sont divisés eux-mêmes, sont plusieurs factions, même s'ils ne disposent pas, si tu veux, des mêmes appuis que les militaires maliens, les Touaregs sont quand même une force éprouvée de résistance. Les combats dans la région pour cette autodétermination ne datent pas d'hier, ils datent des années 60. Ils ont atteint des niveaux vraiment de rupture dans les années 90 et les accords d'Alger de 2015 étaient peut-être la seule voie raisonnable et pacifique pour arriver à une sorte de vivre ensemble qui soit acceptable par tous. Les militaires n'en ont pas voulu, ils en payent aujourd'hui les prix. La bataille de Tinzaouaten au Mali il y a 2 jours a été vraiment très sanglante et pour l'armée malienne et les troupes supplétives russes. Ils ont vraiment essuyé un échec grave. Espérons que cet échec soit le prélude à une prise de conscience sur l'impossibilité d'arriver à une solution militaire définitive et que les militaires maliens comprennent qu'il est dans l'intérêt de tous d'arriver à des accords politiques, même boiteux, plutôt que de tenter une impossible reprise en main militaire de la région. Pour l'Algérie, la déstabilisation continue du Mali, du Niger, et plus loin de ce que les Émiratis ont fait avec le maréchal Haftar en Libye, tout ça sont des éléments de déstabilisation qui sont extrêmement risqués parce que ça ne fait que permettre la prolifération de réseaux criminels de type mafieux, hein. On voit bien que le narcotrafic dans la région du Sahel a pris une expansion extraordinaire depuis le début des hostilités. On voit aussi que la résurgence, ou en tous les cas la réanimation des groupes terroristes takfiristes, les takfiro-wahhabistes de l'AQMI, du JNIM, etc., reprennent du poil de la bête à la faveur de cette déstabilisation générale. Et tout ça menace effectivement l'Algérie, sans compter les risques de transfert de population massif que la guerre fait peser sur toute la région. On pense que si la guerre s'élargit au Fezzan et à la partie occidentale du Niger, il y a des risques de migration de population très importante vers le nord, vers l'Algérie essentiellement. Donc tout Mhm. ça n'est pas très favorable. Effectivement, l'Algérie peut se considérer comme un état de quasi-encerclement par un océan de déstabilisation, surtout quand on rajoute le Maroc et ses alliances avec Israël et la situation de non-règlement du conflit du Sahara occidental. Donc il y a effectivement de quoi se poser des questions sur les stratégies en œuvre dans la région. Et effectivement, cette déstabilisation au Nord Mali entre visiblement dans le cadre d'une stratégie globale qui vise à remodeler
les rapports de force étatiques au nord de l'Afrique et dans la bande sahélo-saharienne. Et il y a quelque chose de l'ordre de la sédition et de l'encouragement aux ruptures sécessionnistes. Il faut espérer que les Algériens soient conscients de ça et que le régime fasse preuve d'un peu d'intelligence pour une fois, parce que, comme le disait un homme politique algérien, les soldats algériens défendront d'autant mieux l'intégrité du pays qu'ils sauront que leurs arrières sont solides. Et si les arrières sont consolidés par la démocratie, le droit et les libertés auxquelles aspire le peuple algérien, moi je suis convaincu que l'armée algérienne sera une armée invincible. Les puissances occidentales sont en train de fouler aux pieds le droit international qu'ils ont eux-mêmes imposé au monde après la Deuxième Guerre mondiale. On voit que ce n'est plus, à leurs yeux, ce n'est plus valable. D'ailleurs, même dans leur discours, ils ne parlent plus de droit international, ils parlent de règles. Oui, On ne sait pas ce que veut dire ce mot, mais on ne parle plus de droit international. oui, c'est un peu normal. Les Occidentaux aujourd'hui sont en perte de vitesse globale. Il y a l'émergence de nouveaux centres de pouvoir économique, politique, stratégique. Ils sont en recul, ils sont en déclin. Et donc, ils sont obligés de faire appel à ce qu'ils savent faire de mieux pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire la guerre et la violence. Hein. Mm, C'est comme ça qu'ils ont conquis le monde, c'est comme ça qu'ils ont imposé leur hégémonie et c'est comme ça qu'ils ont assuré leur prospérité actuelle. mm, Donc, effectivement, face à des gens qui ont cette culture de guerre, cette culture belliciste, le droit est un obstacle qu'il convient de surmonter. mm, C'est le droit, le discours de la paix, etc. On voit bien que ça ne les intéresse plus. Et quand ils parlent de règles, effectivement, c'est suffisamment brumeux, c'est suffisamment opaque pour être ouvert à toutes les interprétations. Mais mm, et on ne peut pas finir la discussion sans évoquer les risques de guerre qui sont manifestes maintenant de plus en plus en Europe, avec l'avancée des troupes russes, ce qui semble être évident, la défaite des armées ukrainiennes. Je pense qu'on est à la veille de quelque chose de grave. Les Occidentaux ont été tellement loin dans le soutien à l'Ukraine que je les vois mal accepter une défaite de ce pays. Alors, c'est d'autant plus inquiétant qu'on voit bien qu'il constitue à travers l'OTAN une espèce d'armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. On nous apprend que l'OTAN serait en voie de constituer une armée de défense, une armée de réserve de 500 000 hommes. On se demande bien contre qui ces 500 000 hommes vont être engagés. Voilà, mm, pourquoi on mobilise une force aussi énorme et contre qui? Donc il y a effectivement des soucis et des inquiétudes tout à fait légitimes sur l'évolution du conflit en Ukraine. Et au-delà, on voit que l'OTAN, pour la première fois de son histoire, rappelle que la Chine est un danger pour la paix mondiale. Donc, il y a effectivement la mise en place progressive d'un espèce de décor préalable à l'extension du conflit. Il faut rester vigilant sur sur ces mm. dimensions.